Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans ce débrief du match nul, match de préparation entre l'Olympique lyonnais et le Torino, 0-0. Un match très très moyen, avec pas grand chose à se mettre sous la dent. Un jeu qui, je trouve, a beaucoup de mal à se mettre en place. Pierre Sage nous a promis du pressing, Pierre Sage nous a promis de la profondeur, Pierre Sage nous a promis des belles ressorties de balles. Eh bien écoutez, moi je n'ai rien vu de tout cela lors de ce match. Du pressing, j'en ai vu un petit peu pendant 30-35 minutes face à Sampaoli, et donc j'attendais vraiment une montée en puissance sur le plan athlétique et sur le plan de la qualité de jeu face au Torino. Mais force est de constater que l'on n'a rien vu de tout ça. C'était plat, c'était ennuyeux, le milieu de terrain est éclaté au sol. Donc on va faire quand même un petit tour de ce qui s'est passé, et on a quand même quelques enseignements à tirer de ce match, notamment des enseignements sur le plan individuel. Alors on a vu un 11 en 4-1-4-1 qui a été à peu près notre système dans tous les matchs de la deuxième partie de saison. On voit se dessiner quand même un 11 titulaire malgré les absents et puis les joueurs qui sont en reprise. Les absents, c'est Tagliafico, c'est Cherki, c'est Lacazette, c'est Le Penant, et ceux qui sont en reprise, c'est Mikotadze, Mangala et Nuama qui n'a pas joué hier alors qu'il était sur la feuille de match. Je suis quand même un petit peu surpris. Est-ce que ça annonce un transfert ? Ce n'est pas impossible. Vous le savez, l'OL doit rentrer 100 millions dans les caisses, et je dirais qu'à l'heure actuelle, la plus grosse valeur marchande de l'équipe, c'est Ernest Nuama. Donc moi je serais pas totalement surpris qu'il soit transféré. Alors on a commencé avec Lucas Perry, évidemment, qui était titulaire d'ailleurs dans tous les matchs de la préparation. Ça annonce évidemment, et d'ailleurs Pierre Sage l'a confirmé, que ce sera lui le numéro 1, mais je pense que personne n'en doutait, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. En défense à 4, on retrouvait Maitland Niles, qui alternera avec Clinton Mata. Je pense pas qu'il y a vraiment de grosse hiérarchie entre les deux, même si pour le moment, je trouve que Mata est plus convaincant cet été que Maitland Niles. Kaletachar jouera à droite, Niakate, le gaucher, jouera à gauche dans la défense centrale, Abner, qui est plutôt intéressant, et finalement on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de Tagliafico ? Par contre, si Tagliafico est transféré, ce qui là aussi est possible, il faudra prendre bien entendu un remplaçant. Matic, Tolisso, Cacré au milieu, je dirais malheureusement, et on voit que dans les rotations il n'y a pas grand chose. Alors il y a Mangala qui a joué la fin de match, il y a Diawara, mais Diawara qui ne s'est vu accorder aucune minute. Vraiment, je commence à me poser des questions sur Diawara. Je le rappelle, non retenu avec les U19. Quand même, vous avez un jeune sur lequel on fonde beaucoup d'espoir qui n'est pas retenu avec les U19, c'est-à-dire même pas sur le banc. El Djebali, je comprends parce que, on va dire il est gentil El Djebali, mais c'est quand même pas la folie. Sinon, c'est vrai, finalement, peu de rotation au milieu de terrain, d'autant que celui qui aurait pu y être, il est dans le loft, c'est-à-dire Paul Akoukou, et Le Penant, donc, qui est avec l'équipe olympique. De toute façon, je pense que après les matchs de préparation, mais c'est déjà ce qu'on pensait à l'issue de la saison passée, c'est que on ne pourra pas faire une saison avec 2 matchs par semaine la plupart du temps entre la Coupe de France et la Coupe d'Europe et le championnat avec Matic, Tolisso, Cacré titulaire. Ce n'est vraiment plus possible. Sur le plan offensif, on avait Fofana à droite, Benrahma à gauche et Orban en pointe. Là aussi, il y a vraiment des choses à dire sur le plan individuel. Alors, évidemment, ce n'est pas l'équipe définitive. Nuama va sans doute revenir. Donc, Fofana, est-ce qu'il va aller du côté gauche ? Parce que pour le moment, je trouve Benrahma absent. Je trouve qu'il est catastrophique. En plus, ses coups de pied arrêtés, c'est très très compliqué. Donc moi, écoutez, je vois pas beaucoup de temps avant que Fofana lui pique la place.
et que Nuama joue du côté droit. Orban, évidemment, ne sera pas notre numéro 9 titulaire, puisque Mikotadze, là aussi, c'est un des enseignements de ce match, puisque Mikotadze a joué. Mikotadze ou Lacazette. Par contre, c'est vrai que ce milieu, on regarde sur le banc, il n'y a pas grand-chose, on regarde des absents, il n'y a pas grand-chose, et ce milieu-là ne fonctionne pas. On avait déjà fait ce constat la saison passée, parce que on pourra me dire, oui, mais c'est quand même le milieu qui a fait la deuxième partie de saison qui a été exceptionnelle. Alors, la deuxième partie de saison a effectivement été exceptionnelle, mais c'est souvent les entrants, et notamment Ryan Cherki et les autres jeunes, et Baldé qui n'a pas joué du tout hier. Là aussi, j'étais quand même assez étonné. Fofana a fait l'intégralité du match et Baldé n'a pas joué. Alors là, je ne comprends pas non plus. Il y a beaucoup de choses, très sincèrement, que j'ai pas trop compris hier. Alors, est-ce que ça veut dire que là aussi, Baldé est en instance de départ? Vous savez que John Textor voulait l'envoyer à Botafogo et même avec une augmentation de salaire, il a dit non merci. Bon, après Baldé, je pense que c'est pas très compliqué de le recaser. On se pose des questions sur les joueurs qui n'ont pas du tout joué parce que on se dit on comprend pas. Nuama qui joue pas, Baldé qui joue pas, donc là peut-être des instances de transfert. Molébé qui ne joue pas, ça m'a quand même surpris. Et puis bien entendu Diawara. Là vraiment je ne sais pas ce qui se passe avec Diawara. Quand on voyait notre milieu de terrain qui n'arrivait absolument pas à se projeter, on se dit quand même que Diawara, il aurait eu son mot à dire. Alors avant de rentrer dans le détail, je dirais individuel des joueurs, regardons les statistiques. Alors ce sont des statistiques très très peu avancées, c'est un match amical, donc évidemment vous n'allez pas employer 50 000 statisticiens pour faire les stats. Ce que l'on constate, c'est que l'OL a eu globalement la possession, 59-41, mais bon, très sincèrement, on n'en a pas fait grand-chose. 13 tirs au but, mais alors vraiment, j'ai pas senti que le gardien, il ait fait des arrêts exceptionnels. D'ailleurs, on n'a pas les XG, ça aurait été intéressant. 3 tirs cadrés du côté de l'OL. Si on regarde du côté du Torino, 6 tirs dont 3 cadrés, mais paradoxalement, c'est eux qui ont eu la meilleure occasion, parce qu'attention, il n'y en a pas eu 50. Un tir des 25 mètres, avec une mésentente défensive entre Niakate et Abner, qui a permis à Ricci de placer vraiment un joli tir qui partait dans la lucarne et très bien arrêté par Lucas Perry. Alors notre coach Pierre Sage, lui, ne veut pas être négatif, ce qui est un peu logique, c'est un peu son rôle. On pourra évidemment mettre, je dirais, dans les excuses potentielles pour la prestation d'hier, évidemment la chaleur, mais on dira la chaleur c'est pour les deux équipes. On pourra dire aussi qu'il manquait quand même beaucoup de futurs titulaires, là aussi c'est vrai. Que certains joueurs sont en reprise, là aussi c'est vrai. Mais je dirais quand même que le 11 qui a débuté, pour la plupart, font la préparation depuis le début. Alors certes, on est encore en phase de préparation, peut-être une montée sur le plan athlétique, mais vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, et notamment depuis l'ère Peter Bosz, je suis extrêmement réfractaire à la préparation intégrée. Pour expliquer rapidement, vous avez deux types de préparation, et en Europe, globalement, on fait énormément de séances de physique sans ballon en début de préparation. On fait cracher les poumons, on va essayer de chercher de la caisse. Et la préparation intégrée, donc c'est beaucoup pratiqué aux Pays-Bas, ça a été théorisé par notre ami Pierre Sage qui visiblement apprécie cette méthode. La préparation intégrée, ça veut dire qu'on intègre le physique dans le jeu et donc on essaye de faire un entraînement avec des séances que l'on peut retrouver en match en essayant d'y mettre l'intensité qu'on doit y retrouver en match. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux effets. Déjà, je ne suis pas convaincu par cette méthode, surtout quand vous l'appliquez à des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, s'ils font ça depuis que les mecs, ils ont 13-14 ans, à la limite, leur corps est habitué, etc. Nous, en Europe, hors Pays-Bas, on est habitué à du physique, etc., etc. Et ensuite, on commence à toucher le ballon, mais on s'est constitué un capital athlétique intéressant. Là, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai trouvé qu'on était mou du genou. Alors,
Comme je le dis, je trouve l'excuse de la chaleur, mais bon, on peut penser quand même que sur les premiers matchs de la saison au mois d'août, il y aura de la chaleur, donc il faut quand même être prêt. Moi, j'ai trouvé qu'on manquait de vitesse, y compris nos attaquants, hormis peut-être Fofana, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais sinon, les autres, ça joue en chausson, ça marche tout le temps. J'ai vraiment l'impression de me retrouver à l'époque Peter Bosz. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas tellement le fait qu'on soit inefficace offensivement, parce que je rappelle quand même qu'on n'a pas marqué de but sur les 2 derniers matchs, face à Sampaoli, qui est une équipe qui vient de monter en Bundesliga, et au Torino, qui a fait 9e de Serie A. C'est pas des cadors. Et c'est 180 minutes sans marquer, et en plus avec très peu de cases. Donc on va voir ce que Pierre Sage, notre coach, pense après ce match. Alors on lui demande, êtes-vous satisfait du contenu de l'OL contre le Torino? Oui, sur l'ensemble du contenu. Alors là, oui. Oui, Pierre Sage est satisfait. Alors écoutez, si on l'avait demandé, êtes-vous inquiet après ces 2 matchs face à des adversaires moyens de ne pas avoir marqué et qui disent non, je ne suis pas inquiet, on est dans une phase de progression sur le plan collectif, sur le plan athlétique, sur le plan individuel, etc., la chaleur, etc. Là, j'aurais compris. Mais qui nous disent, êtes-vous satisfait du contenu de l'OL contre le Torino? Oui, sur l'ensemble du contenu. On a 60% du match qui est intéressant. Alors, si je devais quantifier ce qu'il y a d'intéressant dans le match, je peux vous assurer que j'arrive vraiment pas à 60%. Hein. Ça représente assez bien comment on veut jouer. Alors là, ça commence à m'inquiéter. Et comment on va jouer cette saison. C'est-à-dire que là, on a 3 milieux de terrain qui jouent sur la même ligne, qui ne casse absolument aucune ligne, ni par la passe, ni par le dribble. 2 ailiers, alors, comme je l'ai dit, Fofana, plutôt meilleur, et notamment quand il a joué à gauche, c'est-à-dire à la place de Benrahma. Fofana plutôt pas mal, qui lui fait vraiment des différences. Et un Benrahma, donc qui lui a commencé à gauche, pour moi, est assez fantomatique. Donc, si ça, c'est ce qu'on nous promet pour cette saison, je commence à avoir un peu des frissons dans le dos. Mais quand on sera capable de le faire avec encore plus de vitesse et plus de durée dans le match, on aura un fond de jeu intéressant. Le retour au 4-1-4-1 a demandé une certaine digestion. Alors là, je vois pas tellement pourquoi, étant donné que c'est le système qu'on a utilisé depuis 6 mois, donc là, je vois pas tellement ce qu'il y a à digérer. Quand on a eu le ballon, les repères étaient d'un meilleur niveau qu'avec les autres systèmes. Alors ça, c'est vrai, parce que c'était tellement catastrophique avec 2 attaquants que oui, on pouvait pas faire pire. Mais en même temps, j'ai pas vu des circuits de jeu, des jeux à 3, des 1-2, de prise de profondeur. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Les autres systèmes nous ont permis d'avoir des cartes dans la manche pour parer aux éventuelles arrivées et aux possibles départs du mercato. Alors là, c'est quand même très intéressant. Parce que les possibles arrivées, ça veut dire qu'il va y avoir éventuellement des arrivées, mais des possibles départs, ce qui veut dire que le départ d'ailier n'est pas totalement exclu. C'est pour ça que moi, le départ de Nuama, je ne l'exclus pas du tout. Parce que s'il dit d'éventuels départs, il part et qu'il relie ça à l'autre système de jeu qui consiste à jouer à 2 numéro 9, ça veut dire qu'on va avoir des ailiers qui partent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. On n'est pas sur une solution unique, mais on revient sur des choses que l'on maîtrise mieux pour gagner de la confiance. Alors si, après le match d'hier, les joueurs ont plus de confiance, écoutez, là vraiment, je me pose des questions. Vous parlez de vitesse, c'est avant tout dans les transmissions pour se projeter plus facilement, point d'interrogation. La vitesse dans la transmission, dans la prise d'information et de décision. Notre première mi-temps était sur un rythme pas assez élevé selon moi, mais ça je confirme. On a bizarrement été capable d'élever dans la deuxième mi-temps avec cette volonté d'attaquer. On a une équipe qui sera plus à l'aise quand elle attaquera que lorsqu'il faudra qu'elle défende. L'énergie est d'ailleurs beaucoup plus positive quand elle attaque que quand elle défend. Alors Pierre Sage fait un distinguo entre la première et la deuxième mi-temps. Alors moi je ne ferai pas du tout ce distinguo parce qu'effectivement la deuxième mi-temps a été coupée en 2 sessions. Il y a eu tout ce qui précédait l'entrée de Mikotadze et ce qui a suivi l'entrée de Mikotadze. Déjà, il faut savoir que
l'ami Pierre Sage, il a fait sortir Saïd Benrahma pour faire rentrer Adrielson. C'est-à-dire qu'on était à 0-0, il ne se passait absolument rien sur le terrain. Et la solution, dans un premier temps, de Pierre Sage, ça a été de faire sortir Saïd Benrahma pour faire rentrer Adrielson, faire monter Maitland-Niles au milieu de terrain. Donc on s'est retrouvé à ce moment-là avec 2 offensifs. Fofana, qui, je le répète, a été plutôt pas mal, et Orban. Donc si ça a été une belle période pour l'Olympique Lyonnais, écoutez, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Alors oui, effectivement, quand Mikotadze est rentré, que Fofana était toujours là, ok, on a vu un peu plus de dynamisme, et il y a eu également un changement au milieu de terrain avec Mangala, bon, qui a pas fait une entrée, je dirais, fulgurante, mais bon, qui a apporté un petit peu plus de dynamisme. Mais après, faut voir la finition, les amis. Il faut voir la dangerosité pour l'équipe adverse. Moi, j'ai pas l'impression que nos amis de Turin se soient sentis en difficulté pendant une seule seconde pendant ce match. D'ailleurs, Mikotadze, je pense qu'il n'a pas tiré une seule fois. Donc bon, et Mikotadze, il rentre à la 76-77e minute. Donc là, je trouve que notre ami Pierre Sage, il a quand même une vision extrêmement enjolivée de la situation. L'OL est-il sur la bonne voie au plan physique et athlétique? On n'est pas au bout, il reste 2 matchs de préparation, mais on a pas mal de joueurs qui ont enchaîné 90 minutes et qui ont un niveau de jeu avec de l'exigence jusqu'au bout, alors que nos adversaires font des changements, c'est positif. Maintenant pour Rennes, je veux 16 à 17 joueurs capables de tenir le rythme et on fera les choix qui s'imposent. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Pierre Sage n'a pas du tout donné de temps de jeu à Mama Baldé, qu'il n'a pas donné de temps de jeu à Diawara, qu'il a donné beaucoup de temps de jeu à Orban, qui en plus est en instance de départ. Donc moi je comprends pas tellement là où il veut en venir, parce que me dites pas que c'est Orban qui va débuter face à Rennes, ou alors vraiment on est dans la mouise. Alors oui, ce sera Mikotadze, on le sait tous, mais pareil, Benrahma, moi je trouve que ça commence à devenir un problème. Je trouve que Matic, ça commence à devenir un problème, et il n'y a pas que, il y en a beaucoup d'autres. Alors, après le stage en Autriche et ces 4 amicaux, comment jugez-vous cette préparation? J'ai dit aux joueurs qu'on lançait notre saison aujourd'hui. Eh ben dis donc, un lancement un petit peu raté, avec un vrai match contre une équipe intéressante, devant une grande partie de notre public. Cela a permis de se reconnecter avec eux, avec le jeu. Notre saison est lancée, notre match à Berlin samedi sera appréhendé de la même manière, et ensuite contre Arsenal, on essaiera de progresser dans notre jeu collectif pour être performant et arriver à Rennes avec le maximum de conviction. Moi je l'adore, Pierre Sage, je lui suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous en deuxième partie de saison, nous avoir sorti de l'ornière, nous avoir qualifié pour la C3. Mais je dois dire que pour le moment, après 1 mois de préparation, après 4 matchs amicaux, eh bien, je ne vois rien du tout, mais vraiment rien. J'ai eu un petit peu d'espoir contre Sampaoli avec du pressing. Là, hier, pressing quasiment inexistant, et quand il a existé, il était désorganisé. Écoutez, franchement, je dirais pas que je suis inquiet, parce que ça reste la préparation, il faisait chaud, etc. On n'a pas tout le monde, ok. Je suis pas inquiet, mais en tout cas, je m'impatiente. Voilà, c'est plutôt ce que je dirais. Je suis impatient. Alors, l'impatience sera vite comblée puisqu'on va jouer dès samedi, donc dans 2 jours. D'ailleurs, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le live. Comme beaucoup le remarquent, qui disent c'est plus intéressant d'écouter les commentaires que de regarder le match, donc merci à ceux qui me disent ça. Mais franchement, ouais, je commence à m'impatienter parce que j'espérais vraiment une montée en puissance, j'espérais à chaque match voir quelque chose de nouveau. Et finalement, je ne vois pas grand-chose. Alors, les plus positifs diront « Ah, bah oui, mais on a quand même fait un clean sheet. » Enfin, une clean sheet. Oui, ok, mais après, je vais pas vous dire non plus que le Torino, c'est des stars mondiales. Hein. C'est cohérent, c'est correct, le ballon tourne assez bien, on voit qu'il y a 2-3 mecs assez techniques, notamment celui qui a eu la meilleure occasion, Ricci, mais ça fait pas rêver, hein. Enfin, vous regardez l'effectif, je pense qu'il y a aucun mec que vous connaissez. Enfin, en tout cas, moi, j'en connaissais pas. Hein. Après, je suis pas un régulier de la Serie A. Malgré tout,
sans vouloir être trop catastrophiste, hein, je dis, comme je le dis, je ne suis pas catastrophiste, je suis impatient. Il y a quand même eu un certain nombre d'enseignements, donc on va regarder ça. Le premier enseignement, c'est qu'effectivement, on voit un 11 se dessiner, un 11 qui ne devrait pas bouger dans le courant de la saison, donc Perry, Caleta-Car, Niakate en défense centrale, Abner, quid de Tagliafico, Maitland Nice qui alternera avec Mata. Au milieu de terrain, sauf recrutement, Matic, Tolisso, Cacré, et là, ça fait peur. Benrahma, moi je préfère Fofana à gauche. Nuama sera-t-il encore là, donc plutôt à droite. Et Mikotadze avant le retour de Lacazette en pointe. Donc ça, c'est le 11 qui se dessine. Alors parmi les faits marquants, et évidemment de ce match, c'est l'entrée de Mikotadze, sa première sous le maillot de l'OL. D'ailleurs, il a publié sur son compte Twitter cette image qui est très belle. Donc lui, et le moment où il est entré en jeu, donc la 77e minute. Je dirais qu'à partir de la 77e minute, on a vu effectivement un petit peu plus de dynamisme. Mais je vais pas vous dire non plus que c'était Hollywood, ce qu'on a vu, loin de là. D'ailleurs, on n'a pas marqué, on n'a pas d'occasion, bref, c'est pas passé grand-chose, même si, on va dire, il y avait un petit peu plus d'énergie. Autre enseignement, et d'ailleurs, il a été confirmé par Pierre Sage, mais qui est surpris sincèrement, Lucas Perry est le numéro 1 parmi les gardiens. Alors, je vois assez souvent dans les commentaires « Oh là là, Lopez, il va foutre la merde, il faut qu'il parte, il peut pas rester numéro 2, sinon ça va être le bordel, etc. etc. » Bon, écoutez, moi je pense quand même que Lopez, certes, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un malgré tout qui est professionnel. Et moi je ne vois pas pourquoi il foutrait le bordel. Il sait très bien depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Perry, depuis que le club lui a signifié que le club ne prendrait pas de transfert sur un éventuel départ, donc quand vous laissez partir un mec gratuitement, ça veut dire effectivement qu'il n'est pas numéro 1. Donc Anthony Lopez sait qu'il est numéro 2. Alors, c'est une émulation à l'entraînement. Si Perry n'est pas capable de supporter cette concurrence, alors qu'on a glorifié la concurrence de Perry la saison passée pour motiver Lopez, donc je trouve qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans. Si maintenant on me dit « Oh là là, Perry, il est fragile, il ne peut pas supporter la concurrence d'Anthony Lopez », je trouve que c'est absolument n'importe quoi. Perry a été affirmé numéro 1 par le coach. Et en plus, il le matérialise en le titularisant. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Après, Lopez, il fait son choix. Il accepte d'être numéro 2, ou alors il accepte de partir. Est-ce qu'on va lui racheter son contrat? Moi, je ne pense pas. Mais quelle serait la logique de donner 5 millions d'euros à un mec pour qu'il ne joue pas? Mais quelle serait la logique? Alors que Perry peut se blesser, Perry peut être suspendu, Perry peut avoir un coup de moins bien, Perry peut avoir envie de se reposer, il va y avoir énormément de matchs. Et donc, quel luxe vous avez quand même d'avoir Anthony Lopez sur le banc. Puisque vous le payez, autant l'avoir sous la main. Pas forcément le faire jouer, mais au moins l'avoir sous la main. Il connaît la situation, il connaît le deal, c'est un grand professionnel. Donc écoutez, moi, je trouve qu'on fait des problèmes, qu'on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Si Lopez est encore là le 1er août 2024, c'est qu'il connaît la situation. Lucas Perry a débuté tous les matchs de préparation. Il a été signifié à Anthony Lopez qu'il pouvait partir gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? S'il est là au 1er août, eh bien, c'est qu'il a accepté la situation, ce qui ne veut pas dire qu'il ne cherche pas une porte de sortie. Et là, évidemment, il faudra le remplacer parce que vous ne pouvez pas aller avec comme deuxième gardien Benguy, que j'ai vu un petit peu avec les U19 et qui ne m'a pas rassuré, tout ça, très, très sincèrement. Donc écoutez, voilà, on assume le fait qu'on a donné un contrat à Anthony Lopez, mais quand le contrat a été signé, il était parfaitement cohérent. Je dirais que l'incohérence, je vais faire hurler, mais c'est pas grave, c'est d'avoir fait venir Lucas Perry un an trop tôt. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je pense que c'est un excellent gardien qui effectivement prend beaucoup de place, intimide énormément, semble
avoir acquis une certaine autorité. Donc moi, je suis content qu'on ait un bon gardien. En plus, effectivement, sa valeur marchande va sans doute monter très fort. Je rappelle quand même que sur la revente, pas sur la plus-value, Botafogo récupérera 50%. Ce qui veut dire que si par exemple nous vendions Lucas Perry 30 millions, Botafogo récupère 15 et nous 15. Mais bon, voilà, on l'a eu pour pas cher, donc s'il est bon, c'est bien pour nous. S'il est pas bon, finalement, ça nous coûte pas tant que ça. Donc je trouve que c'est un très bon deal. Donc voilà, Perry numéro 1, Lopez numéro 2, fin du débat. Fin du débat. Alors Lopez a sa fierté, de toute façon, tous les mecs qui ont été numéro 1, qui sont passés numéro 2, évidemment, sont convaincus qu'ils méritent encore d'être numéro 1. Écoutez, il va prendre son mal en patience, et si Perry est bon toute la saison, Lopez, il restera sur le banc, il jouera comme a fait Perry, peut-être la Coupe de France, peut-être des matchs un peu en chocolat. Écoutez, c'est comme ça, il a choisi de rester, il en assume les conséquences. Et contrairement à ce que j'entends partout, et j'avoue que ça m'agace, on me dit, Pierre Sage, c'est le promoteur du gang des Lyonnais. Mais moi, je ne crois pas du tout. Pierre Sage, il a mis sur le banc Ryan Cherki. Là, il vous met sur le banc Anthony Lopez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On me dit, oui, mais il fait jouer Tolisso et Cacré. Mais oui, mais qui est meilleur actuellement sur le banc que Tolisso et Cacré? C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Alors, j'espère que Mangala va retrouver un bon niveau. Sera-t-il encore là très longtemps? Ce n'est pas certain, mais ou qu'on va recruter des milieux de terrain. Et si ces milieux de terrain sont meilleurs que Tolisso, Cacré, ils iront sur le banc. Et il y a aussi le problème Matic. Enfin bon, bref. Donc, le cas Lucas Perry est réglé. Il est numéro 1. Anthony Lopez est numéro 2. S'il reste au club, il connaît les données. Alors, autre enseignement, c'est notre milieu de terrain qui, il faut bien le dire, nous fait peur. Nemanja Matic, c'est un peu le Lovren bis. Il est arrivé, il a stabilisé les choses, il a été intéressant. Je dirais que Lovren a été bon pendant 6 mois. Après, il s'est blessé, il a perdu sa place. Maintenant, il est vieux, il est démotivé, il n'en a plus rien à foutre. Il va prendre ses 5 patates et il va se barrer l'année prochaine. Bon. J'ai l'impression que Matic va vers quelque chose d'assez proche, même si dans le jeu, il est quand même plus intéressant que Lovren, on va pas se mentir. Mais lui, il a fait à peine 3 mois, qui nous ont été fort utiles, ça faut quand même le reconnaître. Il a été très très bon, on voit quand même une science du jeu hors du commun, vraiment, on est sur du très très haut niveau. Mais alors, une lenteur de fou. En plus, le mec fait 1m93, 94, donc vous imaginez bien qu'en termes de mobilité, il ne peut que perdre. Est-ce qu'on peut imaginer faire la saison entière avec Matic en numéro 6? Écoutez, ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que voilà, il faut absolument recruter 2 milieux de terrain. Et Hugo Guimet, dans un post récent, nous a dit il y aura du recrutement au milieu de terrain s'il y a des départs. Donc comme on ne voit rien bouger du côté de Cacré, alors peut-être Le Penant, lui, va-t-il être prêté ou transféré? Peut-être Mangala sera-t-il prêté ou transféré, et à ce moment-là, il y aura du recrutement. Mais s'il n'y a pas de recrutement, on va partir avec ces mecs-là. Et je dois vous dire que le trio Matic, Tolisso, Cacré, il me fait peur. Tout simplement parce que Cacré, il est obligé de compenser tous les trous. Moi, je trouve que c'est un joueur intéressant, Cacré. Mais si il s'époumonne à devoir combler tous les trous que les 2 autres laissent, et bien évidemment, il perd en lucidité. Hier, ça a été un festival de contrôles ratés, de passes ratées. Il a été vraiment très très mauvais. D'ailleurs, je le trouve très mauvais sur cette préparation. Je ne veux pas non plus faire comme certains font, dire il est pas bon parce que les autres sont mauvais. Non, je vais pas dire ça. Je comprends un petit peu que effectivement, il doit faire énormément d'efforts. Mais après, sur le plan technique, j'en attends mieux que lui. En tout cas, un des enseignements, c'est ce milieu qui est vraiment en souffrance et qui fait peur. Parce que si les offensifs ne marquent pas, on va voir avec le cas Orban, c'est de leur fait, mais c'est aussi parce qu'ils sont très très mal alimentés. Et que ce milieu de terrain qui est censé faire le lien entre la défense et l'attaque, eh bien, ce milieu de terrain, il est totalement défaillant. Alors un autre sur lequel il y a beaucoup à dire. Il a la chance d'avoir été souvent titulaire, d'avoir eu beaucoup de temps de jeu, mais alors,
le rendement sur le terrain, il est calamiteux. C'est vrai, il n'est pas très bien alimenté, on va pas se mentir. On peut pas dire qu'il ait raté des grosses occasions. Mais vous le voyez sur ses contrôles. Le mec est censé être un attaquant, donc avoir une technique supérieure, c'est pas faire un contrôle. C'est pas se placer. Les prises de profondeur sont pas bonnes, enfin vraiment, mais il y a un nombre de choses qui ne vont pas avec Orban qui est absolument hallucinant. Alors oui, Mikko Tatze vient d'arriver, Lacazette ne reviendra pas avant un mois, au moins. Mais donc Orban avait l'occasion de se montrer. Alors, il est aussi tributaire des bons ballons qui lui sont donnés ou pas, et c'est vrai qu'il n'en reçoit pas, on va pas se mentir. Mais le peu de fois où il est impliqué dans les actions, écoutez, vous savez que ça va partir en sucette. Donc, c'est pas bon pour nous, parce qu'effectivement, les recruteurs qui voient ça se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» Alors moi, je pense quand même qu'on peut le refourquer dans un club moyen de Ligue 1 ou dans un championnat intermédiaire. Mais en tout cas, je ne lui vois absolument aucun avenir à l'Olympique Lyonnais. Et clairement, c'est un des fiascos de la cellule de recrutement, vu le tarif sorti. Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que t'es négatif? Alors, je répète, je suis pas négatif, je suis impatient. Parce que je vais terminer quand même avec quelques sourires, puisqu'il y a quand même eu des choses qui ont bien fonctionné. Et je trouve, Abner Vinicius, joueur que j'ai accueilli avec beaucoup de scepticisme, écoutez, c'est un joueur intéressant. Alors oui, je l'attends face à une opposition plus importante, je l'attends aussi, je dirais, sur le plan défensif, je trouve qu'il apporte vraiment sur le plan offensif. Tagliafico va revenir, est-ce qu'il va être transféré, est-ce que ça va impacter le fait que Abner soit titulaire ou pas? En tout cas, j'ai l'impression qu'au club, on a envie de lui faire confiance en tant que titulaire. Je n'ai pas de jugement définitif sur lui, mais en tout cas, pour le moment, je peux pas dire que j'ai un jugement négatif sur le joueur. Intéressant, très impliqué, assez grand. Vous savez que je suis très focalisé sur la taille, puisqu'il fait 1m80. Donc je trouve une bonne recrue. Une bonne recrue, je trouvais que 8 millions, c'est un peu cher, mais finalement, je ravale mes paroles en disant que ce joueur me semble être une bonne recrue. Ce qui a globalement bien marché, c'est la vérité, une clean sheet, c'est la défense. Kaleta Tchar, en première mi-temps, a remporté tous ses duels de la tête. Niakate, il est là où on l'attend, dans le duel, plutôt pas mal dans le placement, même si à un moment, sur le tir de Ricci, il a une mésentente avec Abner, mais bon, on va dire Maitland Niles, Mata, Kaleta Tchar, Niakate, Abner, ça fait le café. Après, sur les rotations, Adrielson, j'ai des réserves. Mamadou Sarr était sur le banc avec les U19. Il n'a joué qu'un match et c'était le match, qui ne comptait pas, le fameux 3e match de poule. Donc moi, Mamadou Sarr, j'ai toujours eu des réserves. Écoutez, jusqu'à ce qu'on aille rechercher et sortir du formol Diomandé, je ne serais pas surpris. Parce que oui, les titulaires me semblent pas mal, mais dans les rotations, c'est quand même très très léger. Donc ça, globalement, ça a bien marché. C'est vrai qu'on a concédé peu de choses, mais je le rappelle quand même, le Torino, c'est pas terrible, c'est vraiment une équipe très très moyenne de Serie A. Alors malheureusement, on a rajouté un match contre l'Union Berlin qui a fini 15e de Bundesliga l'année dernière, donc ça va pas nous informer beaucoup. Le but, c'est d'être prêt, évidemment, contre Rennes. Je crois qu'on jouera le 18, si je ne me trompe pas. Match à 17h, je crois, le dimanche. Donc c'est là qu'il faudra être prêt et quand même, essayer de montrer quelque chose face à Arsenal. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai fait 33 minutes. Je suis moi-même surpris parce que je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. On se retrouve évidemment rapidement dès qu'il y aura de l'actu, notamment de l'actu mercato, et puis évidemment pour le live samedi. Soyez nombreux, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.